Le message, moi j'ai compris, voilà, je t'avais mis un ultimatum, s'il n'est pas respecté. Mais au final, je me dis, ah, ça aurait pu être l'occasion de goûter une fois l'autre là. Voir comment ça rend les gens zinzin. Est-ce que ça a un goût différent? Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle story time où je vais vous raconter la première année, ma première année en France. Je vais vous dire où est-ce que j'en étais avant d'arriver ici, dans quel contexte est-ce que j'ai quitté ma famille, quand je suis arrivée ici, qu'est-ce qui s'est passé durant la première année globalement, ouais vraiment la première année de septembre à juin et les petits éléments sucrés, salés, pimentés, doux qui ont jalonné toute cette première année. Alors sans plus tarder, on va y aller. So guys, si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, keep watching. And if you like what you see, si ça ressemble à quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est gratuit, et à me rejoindre en commentaire, me faire un coucou et juste me faire un petit bisou, un smiley, un cœur en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et si c'est la première fois que vous me voyez, que vous ne me connaissez pas encore, moi, je suis Christine, je suis computer scientist et je suis l'épouse attachante de mon croissant moelleux. Bref, je suis une femme lambda. Avant de commencer, guys, il faut déjà que je m'excuse si en fond vous entendez un bruit. C'est parce que j'ai mon ventilo ici et en vrai, je ne peux pas faire cette story time parce que j'ai tellement chaud, je me sens tellement mal et inconfortable à ce moment que j'ai besoin vraiment d'avoir une source de fraîcheur pour me permettre de passer donc ce petit moment où je vais papoter avec vous. Donc, désolée, je vais essayer de parler fort afin que ma voix essaie de couvrir le background sound que vous devez peut-être entendre, mais je vais faire de mon mieux. Sinon, don't mind, ne vous en préoccupez pas, concentrez-vous juste sur ma voix et sur ce que je raconte et on va y aller, ça va très bien se passer. Alors pour démarrer, ce qui est important de savoir, c'est que je suis venue en France essentiellement pour faire ma seconde année de master en informatique. Je voulais me spécialiser en informatique décisionnelle. Donc avant ça, j'avais fait un cursus informatique classique après le bac, licence, puis après j'ai fait un cycle ingénieur dans un pays qui n'était pas le mien, mais en Afrique. Et après donc ce cursus ingénieur, je suis rentrée chez moi à la maison pendant une année, on va dire une grosse année, mais en vrai, ce n'est pas une année, c'est de janvier à septembre. Donc, j'ai essayé de trouver un travail. Je n'ai trouvé que des stages, je crois, des stages ou des CDD. Je ne sais plus trop comment qualifier ce que c'était, mais ce n'était pas un CDI. Et de toute façon, pendant cette période où je cherchais ce stage, j'étais déjà en train de me projeter sur le fait d'aller en France, de venir en France pour me spécialiser dans la branche de l'informatique qui m'intéressait. Donc, c'est ainsi que voilà, j'ai fait mes choses, j'ai postulé à plusieurs universités en France et la première université qui m'a répondu, direct, je suis partie dans cette ville-là. J'ai pas trop cherché, pour moi c'est first in, first out. Celui qui m'a répondu en premier, j'ai pris son accord, je suis allée à l'ambassade, j'ai fait mes papiers et je suis arrivée en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivée en France en septembre, évidemment, mais fin septembre. Et l'année scolaire, l'année académique n'avait pas encore commencé quand je suis arrivée. Je crois que ça a commencé 3 jours après mon arrivée en vrai. Je suis arrivée, j'ai atterri, sachant que j'avais mon frère qui est déjà en France ici, qui vivait là. Donc, c'est chez lui que je suis arrivée. Il m'a accueilli, il m'a installée dans mon appartement dans la ville où je devais faire mes études. Et ensuite, il est parti. Donc, moi, tout ce que j'avais à faire, c'est me nourrir, faire l'école, réussir et puis ensuite essayer de me chercher. Donc quand je suis arrivée en septembre, je suis allée à l'école et dès les premiers temps, j'ai commencé à faire copain-copain avec quelques amis, en l'occurrence avec une amie avec laquelle nous étions les seuls noirs dans la classe. Et avec cette amie, on discutait et c'est elle qui m'a dit qu'en fait, ça existait les jobs étudiants. Moi, je ne savais pas que voilà, les étudiants avaient accès à du travail qui pouvait être rémunéré et évidemment un travail qui est contrôlé légalement, mais un travail qui est rémunéré plutôt décemment. Donc, elle m'en a parlé et je me suis renseignée, je me suis inscrite, je crois 2 semaines après mon arrivée, dans une agence qui plaçait en fait les gens auprès de grandes surfaces, c'est-à-dire on était chargé en fait de faire des inventaires. Donc, il y a des grandes surfaces qui sollicitent un groupe de 30 ou 40 personnes durant toute une nuit. On y va et on fait les inventaires. On compte chaque article, on les bip, ça scanne dans le système et à la fin de toute la nuit, en fait, le magasin, il est capable de savoir, ok, dans ce magasin, voici les articles que j'ai, voici les quantités que j'ai. En fait, on faisait les inventaires pour les entreprises et c'était payé à l'heure. Ce qui était bien, c'est que c'était un job étudiant qui était assez flexible. Donc, c'est moi qui décidais quand est-ce que je travaille, quelle nuit est-ce que je travaille, combien d'heures est-ce que je veux me faire pendant la semaine. Bref,
en fonction des heures que je faisais, je pouvais gagner entre 50 et 100 euros. Donc, chaque nuit que je faisais les inventaires. Donc, ça, c'était un job étudiant qui était garanti. Et puis, j'avais vraiment beaucoup de la chance de l'avoir eu dès le départ. J'ai présenté mes papiers. Il n'y a rien eu de particulier. Une des premières choses également qui m'a énormément marqué quand je suis arrivée, c'est après être allée à l'université pour faire mon inscription, on m'a parlé de la CMU. Donc, je disais que la CMU, c'était quelque chose qui était relatif à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. En gros, en tant qu'étudiant, vu que voilà, je pense que c'est parce que voilà, j'avais rempli toutes les conditions, je pouvais bénéficier de la CMU, c'est-à-dire tous mes frais de santé étaient pris en charge à 100%. Sur le coup, je n'ai pas réalisé à quel point ça va beaucoup m'aider. Mais voilà, j'ai continué mon chemin. Septembre est arrivé, la rentrée, voilà, les premiers cours, tout se passait bien. Et j'avais également ma meilleure amie qui était déjà ici. Elle aussi, elle validait son master de cette année-là. Donc, une fois qu'elle a soutenu, je suis allée dans sa ville pour festoyer à l'occasion de la remise des diplômes. Donc, je me suis un peu baladée dans 2 ou 3 coins de la France durant mes 3 premiers mois. Et un des faits qui a également été marquant durant cette première année, c'est que de nature, je suis plutôt solitaire. Donc, je prends fortement plaisir à rester seule, à rester dans mon coin, à m'occuper de moi, à interagir avec moi-même, à me parler et à me gérer en fait. Le fait de rester seule, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est au contraire, jamais je ne m'ennuie quand je suis seule. Et bizarrement, après ces 3 premiers mois, le jour de Noël est arrivé et je me suis soudainement sentie mélancolique, triste de rester seule dans mon appartement. Et ce jour-là, sans même prévenir, sachant qu'avant ça, avec mon frère, on avait un peu discuté, je lui avais dit que non, les fêtes de fin d'année, j'allais pouvoir les gérer, pouvoir les faire toute seule. Et bien, j'ai pris un blablacar vite fait et puis comme ça, j'ai atterri chez lui le 24 décembre. Et en vrai, c'était hyper agréable de faire ça, de me dire que waouh, je suis enfin le genre d'adulte que dès que j'ai la décision, j'ai les moyens de mettre en application mes décisions. Et donc, direct, j'ai pris mon blablacar, comme ça, le 24, dans la voiture des autres. Et je suis arrivée chez mon frère. Donc, ça, c'est les 3 premiers mois qui passent. À l'école, ça se passe plutôt bien. C'était dur, hein? Il y avait des gens, il y avait des cracks dans l'école. Là. C'est les études supérieures. Quand on arrive là-bas, c'est les gens de plein de nationalités qui arrivent. Donc, c'est l'effort de plein d'endroits qui arrivent. Donc, c'est entre l'effort là-bas qu'on essaie de s'en sortir. Mais ça a été, j'avais mes moyennes. Et en janvier, en fait, on devait passer les grandes partielles avant de partir faire notre stage. Et c'est en même temps, dans cette période de décembre-là, que madame également devait trouver son stage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes recherches, j'ai posé mes CV un peu partout. Et un truc qui est important également que j'ai envie de mentionner, c'est le fait que j'avais postulé en stage dans l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui. Les gars m'ont barré. Ils m'ont bien barré. Donc, j'ai postulé, je suis allée en entretien, je suis allée à leur workshop, leur after work et tout ça. En plus, c'était une entreprise que je connaissais depuis chez moi au Bled. Donc, depuis chez moi au Bled, c'est une entreprise que je visais. Donc, je pose ma candidature de stage. Ils ne m'appellent pas. C'est une entreprise concurrente du coup qui m'appelle et qui me donne le stage. Donc, ça, c'était bien. En janvier, quand le nouvel an est arrivé, j'avais à peu près la certitude que mon stage allait être validé. Et il fallait donc que je me concentre sur réussir mes UV, réussir mes partiels. Donc voilà, ma première année passe. Côté sentiment, côté cœur, ce qui se passait, c'est que le hasard a fait que la première université qui m'a répondu était dans la ville où était à l'époque mon petit ami. Donc, voilà, c'était mon petit ami à l'époque. Et en plus, à cette époque-là, c'était mon petit ami, mais sans être mon petit ami, parce qu'on était en train de, vous voyez, la relation était en train de faire bizarre. Mais officiellement, c'était encore mon petit ami. Donc, le hasard a fait que, normalement, j'atterris dans la ville où lui, il est. Sauf que quand j'arrive en France, le gars, il n'est plus dans la ville où il était censé être, où j'étais censé le rejoindre. Le gars, il est parti dans une autre ville. Bon, voilà pourquoi, du coup, durant toute l'année, j'étais solo chez moi, mais j'étais officiellement en relation avec quelqu'un. Donc, voilà.
Et jusque-là, cette personne, voilà, elle était dans sa ville, moi j'étais dans ma ville, on s'écrivait juste occasionnellement. Et puis, de toute façon, c'était un peu tendu, on ne se disait plus vraiment, ouais, tu m'as bien aimé, je me projette avec toi. Voilà, on n'avait plus ce genre de relations affectueuses et des promesses qu'on se faisait au début. Bref, on sentait déjà qu'on grandissait. Donc, janvier arrive, je compose mes partiels, je suis plutôt contente. Je pense que j'ai validé mes UV, je ne m'inquiète pas trop. Puis février, puis mars, puis avril vient. Je commence mon stage dans l'entreprise du coup qui a finalement accepté de me prendre en stage. Ce qui se passe, c'est que je commence mon stage tranquillement et durant ce mois d'avril, là, bon, bref, j'ai pas envie de rentrer, voilà, j'ai pas envie de mélanger l'histoire de ma première année en France et l'histoire sentimentale qu'il y a eu en parallèle. Mais je commence mon stage et puis en avril maintenant, je vais voir l'ophtalmologue parce que voilà, j'ai un suivi ophtalmologue. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi la vidéo où je vous explique comment j'ai perdu mon œil, n'hésitez pas à y aller. Je mettrai là ou là quelque part, je mettrai voilà la petite pastille pour que vous allez voir la vidéo de comment j'ai perdu un œil. Donc, j'ai des contrôles réguliers en ophtalmologie pour surveiller que mes yeux se portent bien. Donc, je me lève et je vais voir l'ophtalmologue pour faire mon check-up annuel. Et quand je vais voir mon ophtalmologue, en fait, je sortais de là de 2 opérations de l'œil, c'est-à-dire de la vitrectomie et de la cataracte. Suite à cela, maintenant, l'ophtalmologue a constaté que j'avais un strabisme qui s'était installé de manière forte. Donc, en gros, j'avais mon œil l'œil qui ne voit pas bien, qui avait commencé à diverger. Ok, moi je savais bien que j'avais mon œil qui n'était pas très droit, mais je n'avais pas de mots posés sur ce phénomène. Donc il me dit, oui mademoiselle, vous avez un strabisme, machin, c'est bénin. Si vous voulez, on peut vous corriger cela. De toute façon, vu que l'œil est un œil qui ne travaille pas, il aura au fil du temps tendance à diverger, à faire ce qu'il veut et à travailler indépendamment de l'autre qui voit. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut vous opérer, mais il faut juste garder à l'esprit que si on vous opère, chaque 5 ou chaque 10 ans, votre œil va à nouveau diverger et il faudra peut-être réintervenir régulièrement pour le maintenir droit. Donc, il me dit ça, il me dit, ok, bon, il n'y a pas de souci, je suis encore en études. C'est vrai que j'ai mon stage qui est en cours, mais la santé avant, je n'ai pas envie de me retrouver aveugle complètement. Donc, je dis, j'accepte de me faire opérer. Et donc, je prépare tout. Il me dit, OK, on va le faire dans 2 semaines, ainsi de suite. Voilà, on a tout géré pendant le mois d'avril. Et je crois qu'il m'a dit, l'opération aura lieu en mi-mai. Voilà, on était en avril, je venais à peine de commencer le stage. Il me dit, l'opération aura lieu en mi-mai. Et là, je me suis dit, alors là, ça va être chaud. Je viens à peine de commencer le stage. Si je veux qu'après l'entreprise me retienne en CDI, il faut que je sois exemplaire. Donc, si dès le premier mois, je leur pose un arrêt maladie de je ne sais pas combien de temps, pour problème de santé, il peut se dire que cette dame, elle est peut-être fragile, elle est voilà, incertaine. Donc, je redoutais un peu de poser ce congé. Mais bon, je n'ai pas eu le choix. L'opération allait arriver. J'ai dû le dire à mon entreprise et ils ont compris. J'ai pris un congé de je ne sais même plus combien de temps. Et voilà. Sauf qu'entre-temps, j'avais commencé à mettre des ultimatums à mon chéri de l'époque. Donc, vu que de tout le temps que je suis arrivée, on ne s'est pas plus vu que ça, j'avais le sentiment qu'il n'avait rien à foutre, qu'il n'avait rien à foutre que je sois là, que je sois dans le même pays que lui. Encore si j'étais à l'étranger, on aurait pu dire, oui, on ne se voit pas physiquement parce que voilà, il y a la distance, mais bon, on est dans le même pays, même si on n'est pas dans la même ville, il n'y a rien qui empêche de se déplacer, qu'il se déplace en l'occurrence, il n'y a rien qui empêche qu'il se déplace pour venir me voir parce que quand même, moi, c'est moi. Donc, j'estimais que c'était à lui de se déplacer pour venir me voir. Donc, j'ai commencé à lui mettre un ultimatum, comme quoi, s'il ne vient pas à la fin du mois d'avril, eh ben, qu'il considère que, voilà, le message sera clair de mon côté par rapport à son investissement. Et il s'est passé que le mois d'avril est passé, il n'est pas venu me voir. Mais jusque-là, franchement, moi, j'espérais toujours qu'il viendrait. Et donc, je continue à causer avec lui, normal, tranquille, voilà, quoi. Il y a rien qui présageait qu'il n'allait pas venir. Pour moi, le mois d'avril, il finit le 30 avril. Donc, il y a le temps largement de venir. Le 30 avril arrive, il n'est pas venu. Bon,
Le 1er mai, je l'ai écrit, j'ai dit, voilà, le message, moi j'ai compris, voilà, je t'avais mis un ultimatum, s'il n'est pas respecté, j'en tire mes conclusions et puis basta. Et puis en vrai, à ce moment-là, j'avais même plus mal au cœur, j'avais même plus le temps de penser à cette relation parce que j'ai commencé à flipper par rapport à mon opération. Mais ce qui était bien avec l'opération, c'est qu'il m'avait dit que le seul truc que j'aurais à supporter, c'est ma santé. Donc, c'est là que j'ai compris en vrai toute l'importance de la CMU que j'avais eue au début là. Parce qu'au début, je cotisais, je crois, 30 € par mois pour ça. Je me disais, mais 30 € par mois, ok, je vais faire quoi avec ça? Pourquoi ils me prennent autant d'argent? Blablabla. Et ce jour-là, ils m'ont dit, ok, non, mais tout va être pris en charge à 100%, et l'hospitalisation, et l'opération, et l'hospitalisation après l'opération, et le suivi. Madame, je n'avais rien à avancer comme frais. Tout ce que j'avais à faire, c'est de me coucher comme au père et me rétablir le plus vite possible. Donc, le jour de l'opération est arrivé et j'ai appelé mon frère, enfin, j'ai prévenu mon frère, il est venu passer les 3 ou 4 jours avec moi le temps que l'opération se fait. C'était assez touchant parce que, voilà, on n'avait pas l'habitude d'avoir des relations aussi fortes, d'être présents les uns pour les autres dans des situations aussi difficiles. C'était toujours mes parents que j'avais quand j'avais des soucis de santé. Et là, mon frère, il est venu. Du coup, là, je me sentais... J'avais l'impression qu'on devenait grand, on prenait nos responsabilités en tant que personnes adultes. Alors là, je ne vais pas pleurer. Mais voilà, le fait de parler de ça me ramène cette émotion de fierté et en même temps de... Bref, voilà, ça me remonte les larmes aux yeux, mais les larmes de joie. Et donc, j'ai été très marquée, très touchée par la présence de mon frère durant toute cette convalescence, cette opération. Je me rappelle bien quand je me suis réveillée après l'opération, il était là, il me tenait pas la main, mais il était à côté et puis il m'a regardé. En vrai, il a été parfait. Voilà. Et donc, reprenons nos esprits. Donc, l'opération s'est passée et juste après cette opération, bizarrement, on devait encore voyager. Mon frère et moi, on voulait aller voir un de nos cousins qui était également dans une autre ville, sachant qu'il y avait encore d'autres cousins qui étaient arrivés. Il y avait une de mes tantes qui était aussi arrivée en France. Donc voilà, moi qui me lève avec mon pansement à l'œil. Là, j'ai été opérée, ça fait quoi, 2 jours. Je me lève avec mon pansement comme ça là et je me mets à vadrouiller dans toute la France parce que ma famille est là et que je rejoins ma famille. Bref, on a fait ça à l'époque. Il m'appelait quoi? Oh, le truc de Naruto, là, les gens, le Sharingan, il me disait moi et mon Sharingan parce qu'évidemment mon œil était rouge et que j'avais un pansement, bref. Il me disait madame au Sharingan, madame au Sharingan. Mais anyway, c'était quand même, malgré que c'était une période assez stressante à cause de l'opération, c'était en même temps une période très gaie, très joviale, en tout cas de mon point de vue, parce que j'avais ma famille, j'avais les miens et je ressentais leur amour, même à travers leurs vannes. C'était cool. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que avant cette opération, en fait, je m'étais mis du coup sur un site de rencontre où j'avais donc dû mettre mes photos. Et donc, vu que je n'étais pas encore opérée, j'ai dû prendre les photos. Voilà, le jour où je m'inscrivais sur le site de rencontre, j'ai pris les photos live. Et en fait, il s'avère que j'ai pris des photos de moi avec mon strabisme. Donc, si cette photo, tous les mecs qui sont passés sur mes photos et qui m'ont vu, qui ont matché ou qui n'ont pas matché, ils ont vu une femme qui a un œil droit et un autre œil qui partait comme ça. Et c'est sur ce genre de photos que Coco, il a matché. Et aujourd'hui, on est ensemble depuis des lustres. Bref, ça me fait rire parce que moi, quand je faisais ces photos, je n'avais pas conscience que j'avais un œil qui allait de travers, quoi. Je me trouvais normal. Mais c'est après l'opération, maintenant, que j'ai regardé mes yeux. Ils étaient magnifiques. L'un était en face de l'autre. Ils étaient parallèles. Et là, j'ai comparé avec mes anciennes photos et je me rendais compte de à quel point mon œil droit, il se barrait. Il était en train de partir en Chine alors qu'il devait rester devant ma face, quoi. Donc, merci au docteur qui m'a opéré. Je ne sais pas si aujourd'hui mes yeux ils sont droits. C'est vrai qu'il faut que je refasse un check-up, mais bon, pour l'instant rien ne me choque. Personne ne m'a dit que mes yeux sont en train de diverger, mais ça va revenir. Je vais me refaire opérer, mais voilà, l'opération s'est bien passée et 1 mois après cette opération, j'ai matché avec ce monsieur, mon croissant moelleux. J'ai matché avec Coco sur l'application et c'est là qu'on s'est rencontrés. On a papoté et en vrai, on a papoté, je dirais 2 semaines.
Au début, quand on me demandait pendant combien de temps est-ce que vous avez appris à vous connaître sur le site et tout ça, moi je disais aux gens, oh, on a discuté pendant 2 semaines, ouais, on a parlé, on a appris à se connaître, les goûts de chacun, la personnalité de chacun. Gars, c'est pas vrai, hein. Il n'y a pas si longtemps, on a re-regardé les discussions qu'on avait eues sur cette application parce que monsieur, il me disait que ouais, au début, j'étais rude, hein, je parlais sèchement, il ne savait pas trop comment prendre mes réponses, si j'étais en train de joke ou si j'étais sérieuse ou je me foutais de lui. En gros, j'avais des tournures de phrases qui étaient inhabituelles pour lui et donc il ne savait pas comment le prendre. Donc du coup, on est retourné regarder notre discussion et guys, on a parlé pendant 2 journées. Genre, on a parlé ensemble pendant 2 journées, 48 heures. Et pour moi, c'était comme si on avait parlé pendant 2 semaines. Tellement la notion de temps est hyper... J'avais l'impression que j'ai réussi à tout le connaître, qu'on a réussi à tout se connaître en long et en large. Mais en fait, on a fait tout ça dans un temps hyper réduit. Et après ça, les choses sont allées vite, hein, ça s'est enchaîné. Mais bref, on était déjà en juin. Moi, j'avais bien entamé mon stage. J'ai poursuivi mon stage jusqu'en août. En septembre, j'ai soutenu. Et puis, il s'est passé des choses. Et ça, ce sera pour la suite. Mais donc, voilà, voilà raconté ma première année académique quand je suis arrivée en France, de septembre à juin. Grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Il y a quelques détails que je n'ai pas envie d'évoquer là parce que ce n'est pas le sujet. Je vous ai un peu parlé de la situation, de ce que j'ai vécu du point de vue académique, de ce que j'ai vécu du point de vue des jobs, de ma situation amoureuse quand je suis arrivée ici, de ce qui s'est passé et tout et tout. Et d'ailleurs aussi en parlant des jobs, je faisais donc mon job d'inventaire. Là, en vrai, c'était un job où on devait se rencontrer les nuits. Donc, c'est la nuit, genre à 21h, 22h, on dit, voilà, point de ralliement, c'est là. On prend le bus, l'entreprise affrète un bus. Le bus nous prend et nous emmène à l'endroit où on doit faire l'inventaire. C'est parfois dans la ville, c'est parfois à la périphérie de la ville. Et on fait l'inventaire jusqu'à 3h, 4h. Et puis, le bus nous reprend pour nous ramener au point de départ, là. Et après, chacun se disperse, chacun va chez lui. Et en vrai, c'était un truc que moi, je faisais. Franchement, j'étais un peu inconsciente. Ouais, je vais dire inconsciente. Moi, pour moi, j'avais aucun problème à le faire. C'est un truc que je ne me rendais pas compte que ça pourrait être potentiellement dangereux pour une jeune fille de se balader à 4 heures du matin, la nuit, après avoir fait son job étudiant, ou de partir quelque part avec un groupe de personnes qu'elle ne connaît pas. Personne n'est au courant que je vais faire ça, quoi. Moi, je le faisais. Après, je recevais mon argent sur mon compte. Ça me plaisait. Je me réinscrivais la semaine suivante pour venir faire des inventaires le vendredi. Voilà, je le faisais. Et c'est quand, en fait, j'ai rencontré Coco qui m'a dit « Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Au début, il ne m'a pas dit ça. Au début, il m'a emmené. J'avais toujours mon stage, mais je continuais mon job étudiant. Je ne sais pas comment j'arrivais à faire ça. Et j'avais en même temps mon master, mon mémoire à écrire, mes recherches à faire. Mais j'arrivais toujours à faire mon job étudiant. Genre le job étudiant là, si je peux avoir un peu plus d'argent que ce que mes parents m'envoient, je prends, je fais. Je faisais donc, il m'a emmené à 1. Il m'a déposé. Ok, il est revenu me chercher à 4 heures. Une deuxième fois, il m'a emmené. Et en m'emmenant la deuxième fois, là, c'est là, il m'a dit, ton histoire est la même. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu te rends compte que c'est quand même un peu dangereux ce que tu faisais là? Si ce n'est pas moi qui t'emmène et qui vient te chercher, quand toi-même tu pars et tu vas là-bas, est-ce que tu te rends compte que quand tu reviens là, il peut t'arriver des choses, surtout quand tu marches à 4 heures, il y a des fous et tout ça. En gros, il m'a vraiment fait prendre conscience que ce que je faisais, c'était potentiellement dangereux. Et bon, à force, voilà. Je me suis aussi rendu compte qu'en vrai, je n'avais pas plus besoin que ça, d'autant plus que voilà, je devais faire une nuit blanche pour pouvoir assurer ces intérims, sachant que le lendemain matin, j'avais stage. Ça ne m'arrangeait pas trop, sauf si c'était les vendredis. Et ce n'était pas souvent les vendredis qu'on faisait les inventaires. Donc après, j'en ai fait quelques-uns jusqu'au mois de juin, juillet encore. Et à un moment donné, voilà, j'ai arrêté, j'ai décidé que j'avais plus besoin. Le stage, ça payait. Mes parents déjà me soutenaient financièrement. J'avais le nécessaire et puis j'ai jugé que si je veux me concentrer vraiment sur valider mon année, il fallait que j'arrête ça et que je me concentre vraiment sur finir l'école et puis après chercher un CDI. De toute façon, une fois que le CDI est obtenu, je n'avais plus besoin du job. Donc voilà comment ma première année s'est passée grosso modo.
Du coup, si mes parents passent ici, on n'en a jamais vraiment parlé, vraiment. Mais voilà, du coup, vous savez globalement comment ma première année s'est passée. Elle s'est passée sans écueil. J'ai vécu quelques situations de solitude, mais j'avais toujours mon frère, j'avais toujours la famille à proximité. Je ne me suis jamais laissée décourager. Et j'ai aussi vécu beaucoup de situations de solitude qui m'arrangeaient parce que j'en profitais. C'était fou. C'était pas la première fois que je vivais hors du cocon familial. J'avais déjà fait 4 ans toute seule dans un pays différent du mien. Je savais me gérer toute seule. Je faisais les courses. Genre même à une période où c'était je ne sais plus c'était quoi comme période autour de l'hiver et tout ça, il y avait les restos du cœur qui ont ouvert. Mon amie, elle m'a dit, ah, tu sais quoi, les restos du cœur, machin, si tu t'inscris, ça te permet d'avoir de la nourriture chaque semaine et tout ça et tout ça. J'ai dit, hein, du gratuit, une raison de faire des économies? Bah oui, je me suis inscrite au resto du cœur, je suis allée, j'ai eu des choses. Au final, je me rappelle même qu'il arrivait une période où quand je faisais les courses, en fait, je faisais les courses chaque semaine. Et chaque semaine, je me donnais comme budget 30 euros. Et j'arrivais à faire les courses de 30 euros chaque semaine parce que j'avais les restos du cœur qui complétaient ma ration alimentaire, qui me donnaient des choses que du coup, je n'avais pas besoin de prendre au supermarché. Et en vrai, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, ah, c'est tellement une bonne idée les secours populaires ou les restos du cœur. Me dire que j'ai réussi à y faire recours, je suis contente et en même temps, je me rends compte que je n'étais pas la personne qui avait le plus besoin de ça. Il y avait d'autres personnes qui avaient le plus besoin. Moi, j'en ai profité, oui, parce que j'étais étudiante et que je me disais que c'est toujours une raison de faire des économies. Mais en vrai, franchement, quand on peut donner à ce genre d'association caritative, quand on peut aider les autres à avoir juste de quoi manger, quand je me rends compte en fait qu'au Resto du Cœur, ils donnaient du pain. C'est rien à donner du pain. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas s'acheter du pain au supermarché. Ils viennent au Resto du Cœur pour avoir le pain. Des œufs. Aujourd'hui, moi, je produis mes œufs et c'est tellement... On ne se rend pas compte, hein, mais juste ne plus avoir à acheter ses œufs au supermarché, l'œuf que la poule pond là, ne plus avoir acheté ça au supermarché, mais pouvoir manger quand même des œufs, c'est tellement beaucoup de choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais grosso modo, j'ai quand même vécu de belles expériences. Il ne m'est arrivé rien de grave. Et ensuite, se sont enchaînées pas mal de choses qui, au fil du temps, ont façonné aussi la femme que je suis aujourd'hui. So guys, voilà de manière brève, rapide et condensée, résumé la première année que j'ai passée en France. Dites-moi si vous, ça s'est passé comme ça, s'il y a des choses que vous reconnaissez avoir vécues. Si voilà, aussi, j'ai pas abordé la question de comment est-ce que j'ai été accueillie de manière sociale, du racisme, du traitement des collègues, des camarades en classe. D'ailleurs, justement, j'étais en train d'oublier, j'ai oublié de vous dire, en fait, ma vie en tant qu'étudiante. Ma vie en tant qu'étudiante était assez simple, mais quand même, j'ai participé à quelques soirées étudiantes. On n'était que 2 filles noires dans la classe. Et autour de nous, il y avait des Maghrébins, des femmes maghrébines, des Caucasiens. Et bon, voilà, ça vivait comme ça. On essayait de s'entraider quand on était en classe. Après, quand on n'était pas en classe, moi, je traînais tout le temps avec ma copine noire. Mais on a quand même participé à des soirées. Et quand je dis on, moi toute seule, parce qu'elle ne sortait pas trop de chez elle. Elle vivait encore en famille avec ses oncles et tout ça. Mais comme moi, j'étais seule et que les camarades de classe, ils proposaient des soirées. Vous savez, les jeudis soirs, les étudiants, ils font des teufs. Donc, ils m'invitaient. Et je suis allée à certaines de ces teufs. Qu'est-ce qui s'est passé? Papoter, boire. Mais boire, j'ai des jus de fruits, un peu de bière, très peu d'alcool, il y avait très peu de liqueur. Par contre, il fumait. Il fumait! Oh, ça la même. J'étais obligée de supporter. Je vous ai raconté la story time de quand j'avais fumé, non? Non, mais la fumée, moi, la cigarette et moi... Et en fait, c'est en les côtoyant que je me suis rendu compte que jamais j'allais épouser quelqu'un qui fume. Et je ne vais pas retenir ma respiration durant toute ma vie parce que monsieur fume. Non, j'étais avec eux, on parlait. Et heureusement, quand ils fument, ils se mettent à la fenêtre pour que la fumée sorte et que ça n'empêche pas dans l'appartement. Mais quand ils finissent de fumer, ils viennent te parler. Tu sens, oh, c'est pas bon. Ils fumaient. Et ils ne fumaient pas que la cigarette. Donc, je ne vais pas appeler les choses, mais ils ne fumaient pas que la cigarette. Moi, je n'ai pas touché. Parce que déjà, l'odeur de la fumée, ça ne m'allait pas. Mais au final, je me dis, ça aurait pu être l'occasion de goûter une fois l'autre là, l'autre qui n'est pas la cigarette là, de goûter une fois.
voir comment ça rend les gens zinzin. Est-ce que ça a un goût différent? Mais bon, je ne regrette pas de ne pas avoir goûté. J'ai fait mes fêtes d'étudiants, pas trop non plus, j'en ai fait quelques-unes. Et bon, bref, voilà quoi. Et puis après, je rentrais toute seule aussi chez moi. Je prenais le tram et je rentrais chez moi. Mais j'avais vraiment aucune idée des dangers en fait. J'étais vraiment, ouais, j'étais insouciante, inconsciente. Voilà, je vivais dans un monde de bisounours. Et peut-être que voilà, c'est cette innocence aussi qui m'a fait échapper à plein de choses. Et en même temps, je ne dis pas que les autres qui ont eu de mauvaises aventures n'étaient pas innocents. Mais voilà, mon ange gardien m'a protégée durant toutes ces années où j'étais toute seule dans cette ville. Jusqu'à ce que je rencontre mon monsieur et qu'aujourd'hui, voilà, mon ange gardien et Coco, il veille sur moi, il me protège, il me conseille et puis il m'évite beaucoup de désagréments. Pour le reste se passe à partir de la mi-juin. So guys, j'espère que cette story time, vous l'avez appréciée, que vous avez appris des choses. Si vous vous êtes reconnu là-dedans, si vous avez vécu des expériences similaires, si mon récit aussi peut vous aider à préparer votre arrivée en France, ou que ce soit en France ou en Occident, peut vous arriver à préparer une future installation dans un pays ou dans une ville où vous êtes seul, où vous ne connaissez personne et où vous devez vous débrouiller en tant qu'étudiant ou en tant que jeune actif. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je partage mon expérience. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Faites-le si vous n'êtes pas encore abonné. Et venez en commentaire, ne serait-ce que pour me soutenir. Mettez-moi un coucou. Mettez juste un emoji, n'importe quoi. Mettez un cœur. Mettez des bisous, un clin d'œil. Ça me fera énormément plaisir. Et de mon côté, j'ai hâte de vous retrouver lors de la prochaine story time ou du prochain weekly vlog. Et en attendant la prochaine vidéo, masse de bisous sur vous, guys.